bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et on est parti pour parler d'un show de WWE, World Wrestling Entertainment, mais version plus complète, un peu comme les WrestleMania et maintenant ça va être une habitude pour les SummerSlam. Mais bon, de tout ce que je sais, ce show de WWE s'est déroulé à Minneapolis dans le Minnesota sur 2 nuits, donc le 1er et 2e août. Donc voilà. Et du coup, ce show, c'est tout simplement SummerSlam 2026. Et forcément, c'est de ça auquel on va s'attaquer. Concernant les matchs, eh bien, tout ce que je sais, il y a 6 matchs de la nuit 1 et 6 matchs de la nuit 2. En totalité, ça fait 12 matchs. Et auquel, est-ce que le build-up de SummerSlam a été grandiose, a été hypant, a été tout simplement bien, bien construit? Je ne pense pas. Malheureusement, je ne pense pas, car ça nous a pas si hypé que ça. D'ailleurs, il y a un manque de build-up, même au niveau des matchs, hein. C'est pas pour vous déplaire. À part quelques exceptions, mais sinon, le build-up est un peu oubliable, si vous voulez mon avis. Bref, de toute façon, je vais m'attaquer directement au premier match de la nuit 1. Et ce premier match, c'est pour le titre du monde féminin de la WWE entre Liv Morgan contre Io Sky. Concernant ce match-là, sachez que le début, il était pas très intéressant. D'ailleurs, le public était moins motivé et d'autres surmotivés, parce qu'il y a une double division de fans qui sont motivés et démotivés. Même l'intervention inutile du Judgment Day féminin, qui sont Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, aura servi à pas grand-chose. Et oui, ça n'a pas servi à pas grand-chose, même si on sait que Raquel Rodriguez a été couronnée championne intercontinentale féminin, et auquel elle va pas forcément tous les jours défendre son titre. Un peu comme Liv Morgan, parce que on apprenait que elle n'a pas défendu son titre depuis WrestleMania 42, et auquel, en fait, son règne est facilement oubliable. Et que je m'étais en mode dit, enfin, je m'étais dit que c'était pas forcément une bonne idée de lui donner le titre. Mais bon, on lui a donné le titre parce que, voilà, j'ai pas envie de refaire toute l'histoire. Et après, bien sûr, ça monte d'un cran. Les utilisations de Oblivion et de Over the Moonsault. T'as Io Sky qui lui pique son Oblivion. Puis à la fin du match, lorsque Liv Morgan effectue sa Oblivion, Io Sky, elle effectue un saut de tête. Un peu comme un saut carpé, mais là c'est un saut de tête. Puis après, elle se fait calmer par un Codebreaker et un Oblivion. Et c'est suite à ce Oblivion-là que Liv Morgan remporte le match et conserve le titre. Voilà, donc pour l'instant, elle est toujours championne, même si on a appris que du côté de Raw, elle va affronter soit Becky Lynch ou Stephanie Vaquer, vu comment cette dernière vient faire ce retour. Peut-être un triple threat, on sait jamais, mais bon, voilà quoi. Je passe directement au deuxième match. Et le deuxième match, c'est un match par équipe de 6 personnes. Enfin, match à 6, de 3 contre 3. Et du coup, les participants sont tout simplement du côté de LA Knight, Solo Sikoa et de Royce Keys contre la Bloodline, donc les Uso, Jimmy Uso et Jey Uso, et Jacob Fatu. Pareil, ce match-là, pas forcément trop grand-chose à raconter, si ce n'est que on sait que LA Knight est à la conquête de l'or et de la conquête de détruire la Bloodline. Et c'est un peu le cas pour Solo Sikoa. Même si au début j'avais des sérieux doutes à son sujet, et pourtant, il reste campé sur ses positions. Il est profondément la Bloodline, il est profondément ses frères, donc il les déteste au plus haut point. Et quant à Royce Keys, lui, il a une histoire avec Jacob Fatu. Vu comment les deux, apparemment, sont deux mecs de rue, deux camarades de prison et j'en passe d'autres. Enfin, vous voyez le genre, quoi.
Et pourtant, après plusieurs minutes dans le match, eh ben, ça va tourner un peu en chaos jusqu'à ce que les Usos veulent effectuer leur 1D sur LA Knight, mais Jimmy Uso va se faire prendre par Solo Sikoa qui va lui envoyer un Samoan Spike en plein dans la gorge, et ça va permettre à LA Knight d'effectuer un BFT sur Jey Uso, pardonnez-moi. Donc il effectue un BFT sur Jey Uso et qu'il effectue le compte de 3 pour la victoire. Donc victoire de LA Knight sur le Sikoa et de Royce Keys, tout simplement. Donc voilà, maintenant on sait que LA Knight est à la conquête du titre et il veut affronter Roman Reigns. Est-ce qu'il va réussir ou il va échouer? Bah ça, on verra pendant les semaines qui vont s'en suivre, tout simplement. Donc voilà, maintenant match numéro 3. Ce match numéro 3, ben, c'est un match simple entre Gunther contre Nick Aldis. Alors, concernant cette histoire, eh ben, tout a commencé lors de Night of Champions en Arabie Saoudite, quand Monsieur Gunther a perdu contre Sami Zayn, lors d'un match à 3 où il y avait Cody Rhodes qui était impliqué, pour le titre incontesté de la WWE. Monsieur se plaint auprès de Nick Aldis de n'a pas avoir gagné le titre et décide de s'en prendre à Nick Aldis, notamment en le traitant de catcheur raté, de bon à rien, etc. Alors que Nick Aldis avait été catcheur, notamment à la TNA et même du côté de la NWA. Du côté de la TNA, il se faisait appeler, à l'époque dans les British Invasion, Brutus Magnus, ou encore quand il faisait équipe avec Samoa Joe, ou même quand il s'est lancé solo sous le nom uniquement de Magnus, et auquel il a été champion du monde de la TNA, et puis après de temps, il va du côté de la NWA pour devenir le champion du monde poids lourd de la NWA. Donc ça, bien sûr, c'est ce que je sais sur Nick Aldis. Et que, bien sûr, ça s'est envenimé avec les semaines qui s'en est suivies. Ils ont essayé de raconter quelque chose d'intéressant, mais on pourrait dire que c'est encore un mec de trop pour Gunther qui va, entre guillemets, mettre à la retraite. Entre guillemets, parce que carrière killer, c'est simple. Le mec, il arrive à mettre des gens à la retraite, mais il n'arrive pas à gagner un titre mondial de manière clean, honnête et de manière très combatif. Non, non, non. C'est de manière un peu lâche. Et concernant ce match-là, alors certes, les deux, ils ont à peu près le même style de catch, donc de manière très technique. Ça, je peux le reconnaître qu'ils ont ce petit côté-là. Mais malgré que Nick Aldis n'a plus catché depuis un bail, mais que ça se voit que le gars il s'entraîne, eh ben il reste tout de même en grande forme physique. Et j'ai été très étonné qu'il a encore ça en lui, Nick Aldis. Comme on pourrait dire, il a encore ce petit feu sacré en lui qui qu'il a encore conservé. L'histoire d'affronter ses prochains adversaires, et du coup son prochain adversaire, bien sûr, on sait que c'est Gunther. Donc du coup, certes, il s'est très bien débrouillé. Bon, il y a des moments auxquels c'est un peu molle, mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il a bien assuré le coup face à Gunther. Bon, bien sûr, Gunther très dominant, très il veut montrer à quel point il veut pas se prendre pour de la merde, même si on sait que avec lui, son booking, c'est pas tellement ouf. Ça, je suis reconnaissant que c'est pas ouf avec Gunther, faut bien le reconnaître. On pourrait qualifier ça, l'expérience de Gunther, on peut qualifier ça d'un échec, hein. On pourrait le dire d'une certaine manière, hein. Je, je ne contredis pas tous ceux qui le pensent de cette manière-là. Et pourtant, après que tout ça s'est envenimé et enchaîné dans le match, eh bien Gunther va prendre l'avantage, il va effectuer un powerbomb, mais Nick Aldis se relève au compte de 2. Et il part pas le temps en lui faisant un sleeper hold, mais vu comment Nick Aldis est pris au piège et que il a le soutien du public parce que le public le soutient pour son match, et pas que, même son fils et sa femme, que vous connaissez bien sûr, sa femme, sous le nom de Mickey James. Et ça, pour ceux qui le savaient, j'ai pas besoin de vous le dire, mais ceux qui le savaient pas, vous êtes avertis. Donc certes, Nick Aldis, il est pris au piège, il veut trouver un moyen de s'en sortir. Certes, il renverse sa situation, mais il se fait calmer par un cytoplex, et j'en passe des prises qui s'envahissent, quoi. Enfin, qui s'enchaînent. Et pourtant, après de longues minutes à se faire avoir, il décide d'abandonner face à Gunther. Et du coup, certes, il a peut-être perdu, mais au moins il a gagné le respect du public. Et concernant Gunther,
Est-ce que la chance sera de son côté? Est-ce que il aura cette fois-ci l'occasion de se rénover, de se réinventer, de peut-être avancer vers les sommets? C'est ce qu'on verra pendant la nuit 2. Oui, parce qu'il sera présent dans la nuit 2, je vais vous dire pourquoi. Enfin bref. Ensuite, le quatrième match, c'est un match pareil, tout comme celui des hommes tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est du côté des femmes. Donc match 3 contre 3. Donc les Fatal Influence, Jessie Jane, Fallon Henley et Lenny Reed contre les Bella Twins ou Total Bella, Total Diva, Total Diva Bella, Total Bella Diva, bref. J'ai pas mal de pseudos à leur donner, mais bon, vous avez compris, de toute façon, Nikki Bella, Brie Bella et Paige. Le match, c'était un peu l'heure d'aller aller aux toilettes, faire ses besoins, couler un bronze. Et pour certains, ces pauses, vous savez quoi? Je ne dirais pas ça, vu comment on le dit beaucoup souvent, et parfois le bot n'apprécie pas qu'on dit des termes un peu vulgaires. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas forcément intéressant ce qui s'est déroulé sous le ring entre les femmes, hein. Tout ce que je sais, c'est que apparemment, Brie Bella s'est blessée au niveau de l'épaule. Rien qu'en montant sur la troisième corde, eh bien, elle se pète l'épaule. Ah c'est ballot tout ça, vraiment ballot. Et pour ensuite, pour aller vers la fin du match, eh bien, c'est Jessie Jane qui va battre Paige en faisant un rolling Hell Call. Même si je voulais que ce soit l'une des Bellas qui subit le pin, mais en fin de compte, je me dis pour la suite, eh bien, on verra par la suite. Mais en fin de compte, c'est victoire des Fatal Influence qui battent les Bella et Paige. Et après ça, les trois restent sur le ring en train de se faire des câlins, célébrer avec le public. Mais Nikki Bella décide de trahir Paige en donnant un énorme coup d'avant-bras et de l'attaquer par la suite. Et après, effectuer sa prise de finish. Donc en gros, elle trahit Paige, mais pour, euh, mais pour Brie Bella, ce sera pas de sitôt qu'elle sera championne avec sa sœur, vu comment elle sera obligée d'être se faire opérer. Et oui, c'est bête rien que de souligner. Donc voilà. Maintenant, match numéro 5, et c'est pour le titre incontesté de la WWE entre CM Punk contre Cody Rhodes. Pareil, ce que je pourrais dire, ils ont essayé de créer une histoire entre les deux, mais sauf que le problème c'est qu'on n'y croit pas d'Iota à cause que les deux ils ont entre autres un profond respect mutuel, mais après avant tout ils ne se respectent plus parce que il faut que les choses se corsent, il faut que tout soit difficile au plus haut point. Et là je me dis, est-ce que ça va vraiment nécessaire, franchement, en sachant que on n'est pas on n'est pas dupe en fait. On connaît un peu le modus opératoire de, de toute l'histoire de cette rivalité entre CM Punk et Cody Rhodes, et auquel le match en soi, malgré les entrées qu'on a eu des entrées spéciales, tout ce que je sais avec les Housseaux, on a eu l'entrée spéciale Gears of War, qui est le jeu FPS, et pour Cody Rhodes, eh bien, c'est l'entrée spéciale façon Street Fighter pour la sortie du film, auquel il était en mode Guile, mais tout simplement en mode American Nightmare. Ok. Concernant le match entre lui et CM Punk, d'un côté, ça a été très long. Ils ont essayé de raconter quelque chose d'intéressant dans le match, mais c'était un peu chiant, je vais pas vous mentir. Mais j'ai essayé de me remettre dans le match, même si les deux ont essayé de s'attaquer à l'un des points faibles. Par exemple, Cody Rhodes, dans le match, il s'est un tout petit peu comporté comme un heel, alors que c'est censé être le babyface, même s'il se fait rejeter par le public. Eh bien, il s'attaque au niveau du genou de CM Punk, alors que CM Punk, lui, s'attaque au niveau de l'épaule de Cody Rhodes. Ou plutôt au bras, là où il s'était fait opérer à cause d'un déchirure du muscle pectoral. Il me semble que c'est cela. Bon, le match s'en suit encore, et il y avait une idée que CM Punk voulait faire, mais je pense que c'est la première et dernière fois qu'il effectue. En gros, ce qu'il va faire, c'est que c'est un peu du jamais vu ce qu'il va faire. C'est que il a une idée, il veut effectuer un moonsault, mais en effectuant un moonsault, ben,
déjà, le mouvement n'est pas magnifique à voir, et en plus, il manque de se tuer en faisant ça, et en plus, en essayant de blesser Cody Rhodes, en essayant de s'écraser contre son visage. Donc oui, on pourrait dire le combo parfait. Déjà de un, il manque de se tuer, et il manque de blesser son collègue. Enfin, il manque de blesser son adversaire, quoi. Bon, vous savez que entre adversaire et collègue, vous savez que les deux travaillent ensemble, hein. Mais bon. Donc c'est sûr que ça s'en suive. Puis après, il y a le spot à travers la table des commentateurs auquel CM Punk effectue sa descente du coude. Mais sauf que je sais pas si c'est mal réceptionné ou alors c'est juste une vente. Mais tout ce que je sais, sa jambe va taper la table. Et auquel certes la table se casse, mais je sais même pas s'il est vraiment blessé ou alors il ne fait que vendre la douleur. Aucune idée, hein. Bon, après, pas mal de spots s'en est suivi, des Crossroads, tentatives de Go to Sleep, Anaconda Vice et des Cody Cutter à tout vaille, jusqu'à ce qu'à un moment donné dans le match, dans ce Cody Cutter, l'arbitre va être victime de ce entre guillemets Cody Cutter, même si c'est mangé la jambe de Cody Rhodes de plein fouet. Puis après, CM Punk effectue un Go to Sleep. Il veut retenter encore le même Go to Sleep, mais cette fois-ci, ça va être contré en Crossroads. Et du coup, certes, le Crossroads est passé. Puis après, les deux sont au sol. L'un est à l'extérieur du ring, l'autre est un peu épuisé en plein centre du ring. Jusqu'à ce que la foule pop. Et et c'est tout simplement Randy Orton qui arrive pour effectuer un RKO sur Cody Rhodes. Il nous regarde à la caméra, il nous fait un petit clin d'œil et il s'en va. Et puis ça va permettre à CM Punk de revenir et d'effectuer un Go to Sleep, donc un GTS, sur Cody Rhodes pour effectuer le compte de 3 pour la victoire. Donc CM Punk reste champion et peut-être avoir une autre histoire avec je sais pas de qui il s'agit, mais il aura peut-être une histoire avec n'importe qui d'autre. Et quant à Cody Rhodes, son histoire avec Randy Orton continue. Et peut-être que ça pourrait être sanglant et assez violent, on verra bien. Mais bon, de toute façon, on est déjà au main event de la nuit 1 de SummerSlam. Et ce main event, c'est tout simplement le Hell in a Cell match entre Oba Femi contre Brock Lesnar. Que vous saviez, là, il y a une histoire entre les deux. Et bien sûr, on sait que les deux se sont affrontés du côté de WrestleMania 42, auquel Oba Femi ressorte vainqueur de ce match, et que à ce moment-là, on a tous cru que ce serait le dernier match de Brock Lesnar. C'est ce qu'on pensait, vu comment quand on pose les gants et les bottes, c'est un geste tellement symbolique, on dit que c'est sûrement l'heure de la retraite. Tout ça n'était que de l'illusion, tout ça n'était que pour nous faire croire, puisque après, Brock Lesnar, il arrive et il effectue un F5 sur Obafemi pour montrer à quel point il n'est pas prêt de prendre sa retraite de sitôt, vu comment il veut l'affronter à Clash in Italy. Et résultat, Brock Lesnar a battu Obafemi. Donc du coup, les deux sont à un partout, et du coup, il faut la belle. Et du coup, la belle, c'est dans ce SummerSlam. Même si on sait que Obafemi a dû aller dans le tournoi du King of the Ring pour remporter la couronne du King of the Ring, pour normalement avoir une chance au titre, mais il me semble, parce que il dit qu'il abandonne entre guillemets sa chance pour le titre. Moi, je dirais pas qu'il abandonne sa chance pour un titre mondial. Je pourrais dire plutôt que il le conserve peut-être pour plus tard, soit dans l'année ou l'année prochaine. Bon, la seule bonne chose à faire, c'est qu'il faut essayer, de cette année-là, parce que sinon, occasion manquée de chez occasion manquée, et ça pourrait être un échec pour Obafemi, comme son utilisation, si s'ils sont pas cons, bien sûr, parce qu'on sait que les bookers de la WWE sont entre guillemets cons, mais j'espère que ils vont pas le faire de cette manière-là, parce que sinon, ça aurait été du gâchis, comme ils ont fait avec Braun Breaker, on va pas se le mentir. Mais bon, de toute façon, ils s'affrontent pour une troisième fois. Ce que je pourrais dire, c'est que certes, il y a de la puissance entre les deux, de la puissance brute et de la puissance au niveau de la force. Et c'est sûr que ça s'est envoyé des énormes mandales, des énormes prises, et j'en passe d'autres.
Même si le seul petit regret, c'est que ils ont pas trop utilisé la cage alors que c'est l'occasion de l'utiliser et de faire des trucs de dingue. Bon, bien sûr, pas un niveau dingue que le faisait Mick Foley, mais vous voyez l'idée. Même s'ils ont beaucoup utilisé les objets, hein, ça c'est sûr, les tables, les escaliers en acier et les chaises, pour ne citer que. Puis après, grosse prise sur grosse prise, Germaine souplex sur Germaine souplex, et que après la troisième Germaine souplex, c'est sûr, Obafemi, il les sent arriver les Germaine souplex, mais la troisième, il décide de ne pas le vendre pour tout simplement se renouveler dans le match. Puis après, un peu plus tard dans le match, eh bien, il veut tenter sa Bomb for Grace Powerbomb sur Brock Lesnar, mais ce dernier s'en relève. Donc c'est sûr que la première ne passe pas parce que ce serait trop facile. Enfin, à WrestleMania 42, ça a été facile, mais là, vu comment il décide de ne pas se faire prendre au piège, eh bien, il décide de se relever au compte de deux. Et puis, c'est au tour de Brock Lesnar de prendre l'avantage de matraquer Obafemi et d'effectuer la première et la deuxième F5, même s'il va tenter la troisième, hein, mais les deux, certes, il va se les subir, mais il se remet debout jusqu'à ce que la troisième le mette totalement au sol, mais il s'en relève miraculeusement. Donc voilà. Puis Brock Lesnar, il sait qu'il est totalement désespéré, pardonnez-moi, il est désespéré. Il cherche une victoire qui peut mener peut-être à, je sais pas, pour prouver à la jeunesse comme quoi il est encore présent et que celui qui essayera de le mettre à la retraite, eh ben, ce sera une très très mauvaise idée. Enfin, si on peut appeler ça entre les guillemets. Mais bon, il décide de arracher le tapis, la housse de protection du ring, pour nous montrer à quel point sous le ring, c'est fait de bois. Donc bien sûr, vous savez qu'un ring, c'est fait de fer et des planches en bois, et également des housses de protection. Il y en a qui mettent des tatamis de judo dessus, mais c'est des petites couches de protection qui certes qu'on dit qu'ils protègent, mais qui ne protègent en rien. Et vous saviez, le tapis qui recouvre tout ce qu'on voit sous le ring. Tout simplement. Donc du coup, Brock, il a une idée d'effectuer soit un F5, mais il inverse la situation pour effectuer un Tombstone Piledriver, donc un clin d'œil à l'Undertaker, auquel, si je ne m'abuse, il l'avait déjà affronté à deuxième reprise lors d'un Hell in a Cell, enfin d'un match Hell in a Cell. Leur premier affrontement qui était excellent et violent, c'était à No Mercy 2002, auquel j'avais vraiment bien aimé. Et la deuxième, eh bien, c'est lors de Hell in a Cell 2015, auquel ça avait été violent, mais ça n'avait pas la même saveur que celui de 2002, mais auquel c'était deux affrontements intéressants, je peux que le souligner. Et d'ailleurs, je pense que c'est son troisième Hell in a Cell pour Brock Lesnar, alors que pour Obafemi, c'est son tout premier. Et il en aura peut-être d'autres par la suite, mais ça, on verra bien. Donc, il effectue un tombstone et Obafemi s'en relève. Donc, du coup, il s'empare d'une chaise, Brock Lesnar, mais sauf que Obafemi va donner un énorme coup de poing et il va enchaîner direct avec un Bomb for Grace Powerbomb sur Brock Lesnar. D'ailleurs, dommage qu'il n'en a pas enchaîné encore deux autres. Ça aurait été plus cohérent qu'il le bat de cette manière-là. Mais en fin de compte, Brock Lesnar décide de perdre le match parce que c'est Obafemi qui effectue sa prise de finition pour la victoire. Et du coup, c'est Obafemi qui ressort grandi de ce match, de ce Hell in a Cell, et qui l'a battu pour la deuxième fois Brock Lesnar. Donc voilà tout. On pourrait dire que maintenant, il a peut-être des plans pour lui qui va arriver par la suite. Et de ce que j'ai vu très récemment, pour l'instant, c'est pas trop ça, mais on verra. Hein. On verra bien par la suite au fil des mois qui s'en suivent. Mais en fin de compte, Brock Lesnar, certes, il sait qu'il a perdu le match, mais il décide de féliciter Obafemi et de prendre le micro pour, remercier son public du Minnesota, vu comment il était chez lui à Minneapolis. Et auquel il dit tout simplement que Obafemi, c'est l'avenir de la WWE, c'est lui le futur, alors que lui, Brock Lesnar, il fait partie du passé. Maintenant, il se qualifie comme légende. Et auquel je, je peux que comprendre. Même s'il y en a qui seront pas forcément d'accord que Obafemi soit le prochain next big thing,
Oui, parce que il y en a qui le considèrent comme le prochain Brock Lesnar, alors que selon moi, bah non. Certes, il a battu Brock Lesnar et que Brock lui tend la perche. Disons qu'il lui passe le flambeau, il lui donne son héritage envers Obafemi, mais ça fait pas de Obafemi le, le ultime Brock Lesnar, hein. Honnêtement, pas du tout, hein. Disons que il faut que Obafemi soit la meilleure version de lui-même sans être le prochain Brock Lesnar, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que oui, on pourrait dire que Obafemi il est inférieur à Brock Lesnar, on pourrait dire que il n'a pas l'étoffe d'un Brock Lesnar et tout. Il y a des avis auxquels je respecte et auxquels je vais pas vous dire que vous êtes des gros mythos, que vous êtes des cons et tout. Mais, euh, mais disons que Obafemi il faut qu'il soit la meilleure version de lui-même. C'est tout ce que je demande. Et si jamais les bookers le bookent très bien et et qu'ils font pas n'importe quoi avec lui, il y a peut-être des chances que ce sera un succès, hein, mais j'en ai vraiment aucune idée pour l'instant. Pour l'instant, je peux pas dire que ça part du bon pied. Enfin, ça part vraiment du bon pied pour Obafemi. Et concernant les nocelles, alors ça, j'avais parlé dans la vidéo de OG. C'est vrai que ce qui m'avait un peu tiqué, c'est quand il avait dit qu'il est pire que Ultimate Warrior, auquel ben, j'étais en mode what, pardon, je suis pas d'accord, jusqu'à ce que je lui en ai parlé. Bien sûr, il m'a expliqué pour les motifs de ce genre-là. Mais, euh, mais après, je me dis, bah, ça se trouve, si on lui dit de se montrer ultra fort face à quelqu'un, face à Brock Lesnar, bien sûr, il se doit de le faire pour le montrer à quel point qu'il tient la route face à lui. C'est pas comme si Obafemi c'était les Young Bucks. Parce que ceux qui nocellent, surtout la plupart à la EW, c'est sûr qu'avec eux, j'ai un énorme problème. Mais vu comment, espérons qu'ils vont pas le faire à l'avenir, nocelle toutes les prises des catcheurs du roster, parce que sinon ça aurait été, je reconnais, abusé. Et sur le coup-là, je peux pas donner tort à ZOG, mais, euh, mais bon, j'espère qu'ils vont pas le faire de cette manière-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est victoire de Obafemi et maintenant, ben, je passe à la nuit numéro 2. Car, bien sûr, ça poursuit. Et du coup, dans la nuit numéro 2, eh ben, on démarre direct avec le match entre Finn Balor contre Sami Zayn. Et le gagnant aura une chance pour le titre incontesté de la WWE. Donc, ok. Mais en fin de compte, eh bien, on a Nick Aldis qui décide de reprendre son costume de General Manager de SmackDown pour nous annoncer une annonce. Comme quoi, ben, il y aura un participant qui va participer au match et du coup, ben, il nous introduit le troisième participant. Et là, j'étais en mode, pardon, vous êtes pas sérieux? Eh bien, c'est un certain Gunther qui a eu sa chance, entre guillemets, pour être dans le match. Tout ça parce qu'il a battu Nick Aldis? Vous êtes sérieux? C'est... C'est complètement ridicule. Oui, je le dis, c'est complètement ridicule. Et bien sûr, Nick Aldis, il n'en a pas fini, vu comment il dit, certes, il y a un troisième participant, mais pourquoi pas ajouter un quatrième participant? Et du coup, ben, le quatrième participant ne va pas tarder à venir, vu comment la musique retentit, et il s'agit tout de même de Kevin Owens, qui décide de venir après plus d'1 an d'absence sous cause de blessure à la nuque, et auquel ben, il s'en remet, et il est apte à catcher. Donc, ok. C'est vrai que pour certains, c'est une sacrée surprise. D'autres qui seront en mode blasé, comme je sais qu'il y en a qui sont blasés. Et que pour annoncer le début de soirée de la nuit 2, il serait temps de voir s'il est à la hauteur de la nuit 1. Parce que malheureusement, pour la nuit 1, il y avait quelques matchs qui étaient bons. Mais en soi, la nuit 1, c'était pas forcément énorme, hein. Maintenant, espérons que la nuit 2 va rattraper la bêtise de la nuit 1.
Donc on espère pour la nuit 2. Et du coup, concernant ce match-là, eh bien c'était des successions de prises, même s'il y a un Sami Zayn qui regardait Kevin Owens comme si c'était son fantôme du passé. Bref, c'était un peu burlesque, un peu bête même au niveau du booking. Ça, je suis vraiment d'accord. Et auquel ça se frappe dessus, j'en passe, des prises à tout vaille, des tentatives de Helluva Kick, de Powerbomb, de coups de grâce et de stunner. Et en fin de compte, il me semble que celui qui va être victime de stunner, ce sera tout simplement Sami Zayn qui va se manger le chaos stunner. Et du coup, c'est Kevin Owens qui remporte le match et qu'il a une chance pour le titre incontesté. Donc du coup, ça veut dire qu'il sera en rivalité face à CM Punk. Et concernant Sami Zayn, eh bien, il va faire genre, ouais, qu'il s'est senti volé encore une nouvelle fois. On a une conspiration contre lui, vu comment il va sûrement ressortir son truc. Tout a une conspiration contre moi, c'est injuste et tout. Et concernant Finn Balor, eh ben, je pense que c'est foutu. Hein. Pourquoi le remettre dans la scène de la course au titre mondial si on ne fait que l'échouer? Franchement, je sais pas quoi en dire là-dessus. Et concernant Gunther, c'est une énorme blague. Hein. Pourquoi le mettre dans un match pareil si c'est pour le faire perdre? Ça n'a pas de sens. Et que on se dit tout ça n'aura servi à rien en fait. Et que l'expérience Gunther, de toute façon, on le dit, hein, je le dis, je le maintiens, c'est un immense échec. Et qui dit gros échec dit tout simplement expérience ratée. Et du coup, voilà tout. Enfin bref, de toute façon, je poursuis au deuxième match. Et le deuxième match, c'est pour le titre des États-Unis de la WWE entre Baron Corbin contre Trick Williams. Vu comment on sait que Baron Corbin est de retour et il s'en prend direct au champion des États-Unis pour être entre guillemets sous le devant de la scène, mais il veut tout simplement encore le titre à son palmarès. Même si on va pas se mentir, s'il remporte le titre, ça veut dire que ça fait 2 fois qu'il est champion des États-Unis. Son premier, c'était dans un ANSL contre AJ Styles contre Ty Dillinger. Je sais même pas si c'est contre Ty Dillinger ou contre Dolph Ziggler. Il me semble que c'est ça, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça, même si j'ai trop de matchs dans mon cerveau qui me permet de dire que j'ai trop de matchs auxquels je m'en souviens étrangement. Mais bon, de toute façon, dans ce match-là, disons que... Ah, comment le dire à propos de ça? Parce que ce que je pourrais dire, c'est que dans ce match-là, alors certes, c'était pas si emballant que ça, je vais pas vous le mentir. Je sais pas comment le dire, je sais pas comment le dire, parce qu'il y a un moment donné, lorsque Baron Corbin veut enchaîner son attaque dans les cordes, eh bien, t'as Liliachti qui arrive à lui donner un coup de kendo, et bien sûr, tout ça a été trop téléphoné. Ça a été trop téléphoné que on le voyait à des kilomètres, qu'il attendait qu'il lui donne un coup de kendo à l'arrière de... Enfin, qu'il lui donne un coup de kendo dans le dos, quoi. Puis après, il veut s'en prendre à Liliachti, même si Trick Williams revient et tabasse Corbin, mais pour de courtes durées. Puis après, encore Liliachti qui vient encore se mêler, qu'il se fait, on va dire, attraper par Baron Corbin, et que ce dernier, après un bousculade de Trick Williams, il fait tomber tout simplement Liliachti sous la table. Donc voilà, la table se casse, et du coup, ça va se jouer entre Trick Williams et Baron Corbin. L'arbitre qui n'a pas vu une tricherie de Baron Corbin voit que... Enfin, voit que... Non, il n'y a pas de voit que... Baron Corbin, il va prendre la ceinture des États-Unis de Trick Williams, décide de le frapper avec et d'enchaîner avec un End of Days. Et du coup, c'est au compte de 3 que Baron Corbin devient le nouveau champion des États-Unis pour la 2e fois de sa carrière. Et est-ce que ça va poursuivre cette rivalité ou alors on aura d'autres histoires par la suite? Franchement, j'en ai aucune idée. Mais bon, de toute façon, je passe au match numéro 3 et je suis dessus. Voilà. Alors,
Pour le match numéro 3 de la nuit 2, même si en total on sait que je suis passé au numéro 7, numéro 8, maintenant c'est numéro 9, eh bien c'est un match de l'échelle pour le titre incontesté féminin de la WWE qui a été sous intérim, enfin qui est intérimaire quoi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire entre le match qui implique Chelsea Green contre Charlotte Flair, contre Jade Cargill, contre Lash Legend, contre Tiffany Stratton. Ce que j'en ai pensé de ce match-là, c'est que certes, il y a eu l'utilisation des échelles et pas mal de prises qui s'en est succédé, mais j'ai trouvé que ce match-là était trop, enfin, qui était fade, du genre Snoopy. C'est un peu comme avec le match par équipe avec les Fatal Influence et les Bella Twins. Je trouvais ça lent et Snoopy. Eh bien, j'ai retrouvé ça dans ce match-là, lent, prévisible et Snoopy. Et du coup, j'étais en mode, c'est fort possible que l'une des vainqueuses, ce sera l'une d'entre elles. Par exemple, on a trop tendance à être habitué que ce soit Charlotte Flair qui serait la championne, d'autres qui pensent que ce serait Jade Cargill qui récupérerait son titre, d'autres qui pensent que ce serait Tiffany Stratton, mais moi je pense que Tiffany Stratton s'est foutue. Vu comment elle est déjà championne des États-Unis et je vois pas pourquoi elle obtiendrait le titre incontesté de la WWE en sachant qu'elle est championne. Ou alors, pourquoi pas, une lâche légende devenir championne incontestée féminin. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, pourquoi le titre est intérimaire? Tout simplement parce que Madame Rhea Ripley est tout simplement blessée. Alors du coup, au lieu de lui retirer le titre, on décide de la faire garder et de faire un autre titre intérimaire pour que cette dernière revienne de blessure et celle qui est championne intérimaire. On le voit, on le sent, on le sait, on le voit directement arriver gros comme une maison et que c'est fort possible que lorsqu'elle va arriver, elle va devenir l'ultime championne. Hein. On va pas se voiler la face. On sait que c'est véridique et vrai de ce qui va arriver et que tout ça est totalement prévisible, comme ce match-là d'ailleurs. Bon, même si à un moment donné la foule avait popé quand Chelsea Green gravit les échelons pour essayer de capturer le titre, mais elle se fait vite calmer par les jobbeuses, parce que oui, on peut le dire que ce sont des jobbeuses. Michin, ou je préfère l'appeler Machin, Miaïm, et Bifab, que je qualifie Bifaible, qui décide de s'en prendre à Chelsea Green, à Charlotte Flair, Tiffany Stratton et Lash Legend, pour espérer que Jade Cargill remporte le titre, mais en fin de compte, elle va se faire calmer par Charlotte Flair, par Tiffany Stratton et compagnie. Tandis que Chelsea Green, elle est suspendue à l'envers sur l'échelle, et que pour l'instant, les autres se battent, et que tout le monde va se retrouver au sol, totalement KO, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Chelsea Green, certes qui est suspendue, mais qu'elle reprend petit à petit ses esprits, et du coup, la foule pop lorsqu'elle se remet sur place, se remet d'aplomb et gravir les échelons, et que suite à ça, eh bien, elle va tout simplement remporter le titre et devenir la nouvelle championne incontestée de la WWE, même si c'est intérim. Eh bien, Jade Cargill remporte le match et le titre. Alors, ça, je peux vous le dire, ça a été inattendu pour moi, parce que je ne savais pas que ce serait elle qui deviendrait championne, alors que parmi les participantes, on se dirait ouais, elle, je vois pas quel est l'intérêt qu'elle deviendrait championne. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et du coup, Chelsea Green est championne. Et maintenant, on sait qu'elle va affronter Rhea Ripley et qu'elle va sûrement la perdre. Ou alors, qui sait, nous la mettre à l'envers. Ça se trouve, qui sait, elle pourrait peut-être venir, Rhea Ripley, et peut-être échouer. Hein. Mais même cette option-là, j'aurais du mal à croire. Si ce n'est que victoire de Chelsea Green et auquel ça a été inattendu, ça a été plutôt pas mal. Voilà tout. Et maintenant, le match numéro 4 que je pourrais qualifier de match numéro 10, eh bien, c'est un match pour capturer sous le poteau de l'argent, entre guillemets, humain. Ok, what the fuck. The money human, enfin, human monies on the pole.
Du coup, j'étais en mode, ok, c'est quoi cette invention pourrie? Donc, le gagnant gagnera 100 000 dollars US que, que un certain Danhausen contre Dominic Mysterio. Et du coup, c'est Danhausen qui avait volé au Judgment Day. Ok, c'est quoi cette histoire aussi surprenant et divertissant? J'avoue, je vais vous le dire, cette histoire entre Danhausen et Dominic Mysterio, c'est la plus belle histoire auquel j'ai jamais vu de toute ma vie de fan de catch, et que concernant les autres qu'on a eus, eh bien celui-là, il dépasse largement l'estime de tout le monde. C'est la plus belle histoire que j'ai jamais vue de ma vie. Non mais attendez, vous croyez vraiment que je vais gober ça? Bien sûr que c'est pas la meilleure histoire de la WWE. Bien sûr, c'est pas la meilleure storyline que j'ai vue de toute ma vie de fan de catch. Bien sûr que c'est totalement nul à chier ce truc. Donc oui, on sait que Danhausen il a volé tout le dollar qu'il a volé au Judgment Day, et tout tourne autour de l'argent. Sérieusement. Comme si c'était comme si c'était la plus grande histoire du siècle. Sans déconner, c'est vraiment ridicule. Franchement ridicule. Tout ce que je sais, Danhausen, quand c'était entre Liv Morgan et Io Sky, j'avais l'impression que Danhausen était en rivalité contre Liv Morgan. Et ben là, c'est pareil entre lui et Dominic Mysterio, qui, Dominic Mysterio, est champion suprême de la Triple A. Donc, quand t'es champion du monde à la Triple A et que t'es dans cette histoire-là avec Danhausen, quelle drôle de position dans laquelle on le positionne. Sérieusement. Et franchement, je pense que Dominic Mysterio, il ne ressort pas grandi du tout, hein. Parce que face à Danhausen, sérieusement, je je sais pas qualifier de tout ça, si ce n'est que bon, on sait que Danhausen est nul à chier. Ça, c'est sûr et certain, il est très nul à chier. Comme ses tours de magie qui n'en est pas vraiment un. Parce que le You are cursed, j'avoue que c'est marrant 5 minutes, mais il faut reconnaître c'est complètement nul, hein. C'est complètement nul, et d'ailleurs, je suis sûr que vous vous en rendiez compte. Enfin, si vous saviez de quoi vous regardiez, parce que je sais pas trop quoi en dire, je sais pas quoi. J'ai envie de m'énerver à quel point tout ça est nul à chier, et que en plus il y a JD McDonagh qui intervient dans le match, et qu'il y a les Minihausen, et surtout en particulier celui qui est Minihausen, Mini El Torito Hosen, qui est dans l'équation, et auquel certes, JD et Dominique qui vont tout simplement atomiser les deux autres petits gars, quoi, là. Jusqu'à ce qu'ils vont croiser le fer avec El Torito, que lui, il va les mettre tous les deux au sol. Donc, super, la subtilité et la crédibilité. Vraiment super, même. Bon, jusqu'à ce que ça se poursuit entre Dominique Mysterio et Danhausen, et auquel, j'étais presque sûr que Dominique Mysterio allait remporter le sac de 100 000 dollars. Bon, après, ça aurait été trop facile, mais en connaissant le personnage de Danhausen, eh bien, ce sera pas si facile que ça, vu comment il va encore balancer une malédiction sur Dominique Mysterio, en disant You are cursed, donc tu es maudit. Et du coup, il y a des étincelles de feux d'artifice qui lui explosent à la tronche de Dominique Mysterio. Ok, c'est pas très subtil tout ça. Et après, cet abruti de Danhausen. D'ailleurs, il y avait l'intervention de Joe Hendry, j'avais oublié de souligner. Mais bon, c'est pas tellement intéressant. Mais tout ce que je sais, Danhausen, il va remporter le match en capturant le sac de 100 000 dollars, et il célèbre avec les Minihausen et Joe Hendry. Et après, ce qu'il va faire, il va distribuer les billets qui ne sont pas de vrais billets, car ce sont des billets à l'effigie de Danhausen, et que j'étais en mode, ok, tout ça pour ça.
Vous êtes sérieux? Tout ça pour ça, sans déconner? What the fuck? What the fuck? Donc franchement, ce match-là, je sais qu'il y a d'autres d'autres idiots qui vont adorer ce match-là, mais je ne l'apprécie pas. Je n'apprécie pas ce match-là parce que c'est pas pour moi, clairement pas pour moi. Et je rejette totalement ça, quoi, parce que je trouve pas si drôle que ça, quoi, franchement. Non mais très franchement, je trouve pas si drôle. Si c'est censé nous faire rire, eh ben c'est raté, hein. Vraiment raté. Mais bon, je poursuis avec le cinquième match, oui, le cinquième match qui est le 11e de la carte. Match pour le titre masculin intercontinental de la WWE, entre Chad Gable contre Penta. Alors, certes, cette histoire, il n'y en avait pas vraiment un, et auquel je me dis, là, c'est l'heure du sacre de Chad Gable. Parce que après plus de 2 ans, enfin, je crois que c'est 2 ans depuis 2 ou 3 ans, ça, je sais pas. Je crois que c'est l'un des deux années auxquelles je pourrais en dire. Après des années à avoir galéré et de ne pas réussir à devenir champion solo dans le roster, notamment le titre intercontinental, face à Gunther et Sami Zayn et compagnie, et que on se disait à l'époque si seulement si seulement ils avaient respecté Chad Gable et que ce serait lui qui détrônerait Gunther pour le titre intercontinental, ça aurait plus de sens. Mais non, à la place tu mets Sami Zayn qui a entre autres volé la place de Chad Gable. Et du coup, après des années à galérer et à fonder la Alpha Academy, même s'il avait déjà fondé auparavant, et à avoir une identité de American Made, avec tout simplement El Grande Americano, auquel ça va conduire un El Grande Americano original contre le faux El Grande Americano qui est respecté au Mexique. Eh bien, après s'être démasqué, eh bien, l'heure est temps pour lui d'être sur une phase de rédemption. Et d'ailleurs, il a bien fait d'être sur une phase de rédemption, vu comment il va avoir une chance au titre, et il a mérité pour l'obtenir. Et auquel ben, il affronte Penta. Et concernant ce match-là, ça peut être que bon. Honnêtement, ça peut être que bon. Mais il y a un moment donné dans le match, je crois que c'est presque la fin, quand Penta va effectuer un Mexican Destroyer et auquel il va mal réceptionner sa Mexican Destroyer parce que au lieu de mieux l'effectuer magnifiquement, eh bien, il va s'écraser violemment sous le dos, mais il va quand même enchaîner le mouvement. Et du coup, j'étais en mode, ça, surtout à l'extérieur, enfin, c'est pas à l'extérieur du ring, c'est toujours dans le ring, mais à l'extérieur, surtout quand on touche la partie dure du ring, ça peut être très douloureux à cet endroit-là, et auquel, ben, on est d'accord, hein, le Canadian Destroyer, auquel ben, beaucoup l'effectuent, eh ben, la prise n'est pas protégée, hein, comme d'autres finishes, hein. Et je sais que c'est un peu, ce que je pourrais dire, c'est un peu le coup du serpent qui se mord la queue, et que c'est un peu contradictoire de ce que je disais tout à l'heure quand il y avait Obafemi et Brock Lesnar. Mais quand je vois d'autres le faire, ben, c'est excédent et auquel on se dit, ben, ça nous met les nerfs, mais à quoi sert de s'énerver si tout ça ne sert strictement à rien? J'en ai aucune idée, mais bon. De toute façon, Chad Gable, il perd pas le nord et il se concentre sur son match et il veut tout simplement chercher une victoire contre Penta, même si Penta, il cherche également la victoire lui aussi. Mais ce sera en fin de compte Chad Gable qui va passer plusieurs minutes à tordre la cheville de Penta avec son ankle lock, qui certes, il y a des moments auxquels Penta va s'en sortir, mais il y a un moment donné auquel ben, il va pas réussir à s'en sortir, car après une énorme pression, eh bien Chad Gable va faire une grosse pression sur sa cheville, et suite à ça, ben, Penta abandonne très rapidement face au ankle lock, et du coup, ben, c'est tout simplement Chad Gable, le nouveau champion intercontinental de la WWE. Et que je vais pas vous mentir, on pourrait dire que la nuit 2, pour l'instant, on enchaîne avec les changements de titre, qui est plutôt pas mal.
Et du coup, Chad Gable, il est content d'être champion devant sa famille, ses fans, parce qu'il était également chez lui dans le Minnesota, et envers ses parents. Donc du coup, c'est sûr que on peut qu'être content pour lui, mais c'est tellement dommage qu'ils l'ont pas fait avant. Son sacre, ça aurait dû être avant, mais ils ont décidé que ça soit en 2026, parce que on a des chouchous auxquels il faut protéger, n'est-ce pas Triple H? Mais bon, voilà quoi, voilà, c'est tout ce que je peux en dire là-dessus. Et maintenant, je passe directement au véritable main event de la nuit 2. Et d'ailleurs, c'est ce match-là auquel ça va conclure le show de SummerSlam. Eh bien, tout simplement, c'est pour le titre du monde poids lourd de la WWE entre Roman Reigns contre CM Punk, non, contre Seth Rollins, pardonnez-moi. Donc Roman Reigns contre Seth Rollins. Et puisque dans la nuit 1, CM Punk et Cody Rhodes, ils se sont affrontés dans un match normal, alors qu'on avait vu un truc passer comme ça, comme quoi ce serait un street fight. Et dommage qu'ils n'ont pas gardé la surprise que ce soit un street fight. En fin de compte, ce match-là, ça aurait dû être un street fight entre Roman Reigns et Seth Rollins. Bon, on connaît toute l'histoire autour de ces deux hommes. On sait que tout a commencé à cause d'une trahison, notamment un coup de chaise dans le dos que Seth Rollins a fait à Roman Reigns, également à celui auquel on, on le voit apparaître dans le clip, hein, mais on ne veut pas mentionner son nom. Donc vous savez de qui il s'agit, vous savez bien que c'est Dean Ambrose. Et que après avoir trahi le Shield, tout a très bien tourné pour Seth Rollins, qui a trouvé du succès dans l'autorité en devenant Monsieur Money in the Bank et en devenant le champion du monde poids lourd de la WWE à l'époque, qui est champion de WWE. Puis après, malchance, il se blesse lors d'un live event à Dublin en Irlande, dans un match face à Kane, ça je m'en rappelle tellement bien. Et du coup, ça va permettre à Roman Reigns de prendre l'avantage et de enfin lui aussi de reconnaître le succès, enfin de toucher vers le succès. Il devient le champion WWE à l'époque 2, jusqu'à ce que c'est... enfin, première reprise, deuxième reprise, jusqu'à ce que c'est WrestleMania euh, 32, il me semble. 32 face à Triple H, auquel il devient pour la troisième fois champion de la WWE et auquel tout se déroule bien pour lui jusqu'à ce que Seth Rollins est de retour de blessure et à son tour récupère le titre WWE jusqu'à ce qu'un certain Lunatic French commence à encaisser sa mallette et devenir lui aussi champion de la WWE officiellement et de s'affronter lors d'un Battleground lors d'un match à 3. Donc ça, on connaît toute l'histoire. Ce que je pourrais dire à propos de Seth Rollins et de Roman Reigns, on sait que les deux sont entre autres les élus de deux visions totalement opposées. De côté, enfin l'un côté, on a le chouchou préféré de Triple H, donc je parle bien sûr de Seth Rollins, et de l'autre côté, on a le chouchou préféré de Vince McMahon, donc je parle bien sûr de Roman Reigns. Donc Seth Rollins du côté de Triple H et Roman Reigns du côté de Vince McMahon. Alors que pendant ce temps-là, Dean Ambrose, qu'on connaît bien sûr sous le nom de John Moxley, lui c'est le préféré de aucun des deux. Et que en gros, il a dû quitter l'entreprise et se faire tout seul pour toucher lui-même les sommets. Et d'ailleurs, la preuve à la EW, même si je trouve que on ne sait pas dans quelle position, on ne sait pas si il est babyface ou heel, parce que j'ai l'impression qu'il patine, qu'il nage entre les deux côtés, mais de manière un peu mal foutue, je vais pas vous le mentir. Mais enfin bref. Puis après, il y a eu l'histoire lors d'un Royal Rumble en 2022 auquel Seth Rollins essayait de rentrer dans la tête de Roman Reigns avec l'époque du Shield. Puis après, à l'époque à WrestleMania 40 auquel il a coûté le match face à Cody Rhodes et faire perdre son titre incontesté. Et après, encore s'en est suivi. Les deux se sont encore croisés. Faut dire, leurs routes sont tellement croisées qu'on se dit, là, il est temps que ce chapitre, comme on dit, se termine entre les deux, hein, entre Roman Reigns et Seth Rollins. Et du coup, bah,
Pour le coup, Roman Reigns, bien, il est décidé à battre son entre guillemets fantôme, même si en vérité ce n'est pas son fantôme, même si Seth Rollins se qualifie lui-même de fantôme du passé, le fantôme du Shield, donc face à l'architecte, et auquel, faut savoir que Seth Rollins, il était en mode Shield coloré en blanc, même si c'est un peu version Joker. Bon, après, on va dire que ça a toujours été le Joker dans le Shield, Seth Rollins, alors que Roman Reigns, lui, c'est celui qui fait son bonhomme de chemin seul, même s'il a trop tendance à trop avoir la lumière sur lui. Mais bon, il y en a qui le reprochent cette décision-là, d'autres qui acceptent cette décision. Mais il y en a qui sont plutôt pas très favorables, auxquels je suis bien d'accord avec certaines personnes. Concernant ce match-là, alors, tout comme CM Punk et Cody Rhodes, eh bien, ce match a été très long. À un moment donné, un peu ennuyeux, je vais pas vous le mentir. Puis après, les deux vont sortir du ring et s'affronter à l'extérieur du ring, puis dans le public. Et là, j'étais en mode, bah, monsieur l'arbitre, qu'est-ce que vous faites? Vous comptez pas les deux hommes qui sont à l'extérieur du ring ou ça se passe comment? Parce que non seulement ils se sont battus à l'extérieur du ring, enfin ils se sont battus dans le public, mais en plus Rollins a utilisé un genre de piquet de sécurité pour frapper Roman Reigns avec. Et là j'étais en mode l'arbitre, c'est pas à ce moment-là auquel vous décidez de donner une disqualification parce qu'il a utilisé un objet. Normalement, c'est une disqualification directe. Et, et vous voyez la connerie de ça? Si seulement ils auraient pu faire un match Street Fight, ça aurait plus de sens. Tout comme avec Cody Rhodes ou CM Punk, ça aurait pu avoir de sens. Enfin, ça aurait pu avoir de sens. Mais vous vous en rendiez compte, de toute façon, dans ce SummerSlam-là, il n'y a pas beaucoup de stipulations. À vrai dire, pas beaucoup. Et du coup, ça poursuivent. Les deux se piquent mutuellement la prise. Bien sûr, il y en a qui vont faire leur prise habituelle. Par exemple, Seth Rollins, le Poker-Bomb, le Curbstomb, le Pedigree. Et pourtant, c'est uniquement au compte de deux. Alors que Roman Reigns, c'est Superman Punch, Guillotine Choke, ou alors le Spear qui passe uniquement au compte de deux. Et inversement, t'as Seth Rollins qui veut effectuer un spear à la manière de Roman Reigns et de l'autre côté eh bien on a Roman Reigns qui veut effectuer un pokebomb dans le coin du ring puis un curbstomb à la manière de Seth Rollins. Donc c'est sûr que les deux ils se sont piqués mutuellement la prise et puis ils vont passer un clin d'œil après que Seth Rollins veut être en position du double arm DDT. En fin de compte, ça va être contré avec Roman Reigns qui va effectuer le double arm DDT. Et ça, c'est un genre de Dirty Deeds à la manière de Dean Ambrose, John Moxley. Et oui. Donc, donc c'est pour ça que j'étais en mode, en gros, le mec, donc John Moxley, il est pas qui pas qu'il est mentionné, mais on le voit apparaître dans les espèces de stories de la rivalité entre les deux, mais il n'est pas mentionné, mais par contre, vous le mentionnez autrement en effectuant les prises finish, auquel je me dis, là, ça aurait plus de sens, même si, on va pas se mentir, je vais pas vous mentir, même si Roman Reigns et Seth Rollins, ils sont plus que deux à s'affronter, on va pas se mentir, on sait qu'il manque un troisième. Et ce troisième, c'est John Moxley. Mais bon, vous saviez, les accords de sous-contrat empêchent John Moxley d'aller à la WWE et d'affronter ses deux amis du Shield. Donc vous le savez tellement bien. Mais voilà quoi. Si seulement ça serait déroulé autrement, peut-être que oui. Mais non. Malheureusement, ce sera non. Et du coup, ça va se poursuivre entre Rollins et Reigns. Et il me semble que il va avoir un ref bump. Je pense qu'il va avoir un ref bump. Car certes, Seth Rollins, il veut effectuer encore un curbstomp ou un pedigree qui sera contré. Parce qu'il me semble que Roman Reigns veut effectuer un spear, mais ça va être contré en pedigree. Et du coup, vu comment il n'y a personne pour empêcher ce match-là, eh bien Roman Reigns va s'emparer d'une chaise. Et du coup, il attend qu'une chose, c'est se venger de son pire ennemi en lui claquant un coup de chaise dans le dos. Mais en fin de compte, il décide de changer d'avis, de lâcher la chaise au sol
et de dire que non, 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 non. Cette fois-ci, il n'y aura pas de coup de chaise dans le dos, pas de trahison, aucun pardon, etc. Là, c'est sûr, c'est entre toi et moi, pas de chaise, juste toi et moi, qu'on se fout sous la gueule. Et du coup, c'est ce qui s'est passé dans le match. Les deux se sont foutus sous la gueule. C'est à toi, c'est à moi. Compte sur contre, prise sur prise. Et puis après, après que Rollins a effectué ses stompes, cette fois-ci, c'est avec Roman Reigns qui va effectuer la première et le deuxième spear alors que le troisième, il est en préparation et qu'il il sent l'occasion arriver vers lui. Il va tout simplement attendre que Seth Rollins s'en relève et que je sais pas si Rollins il a l'idée de contrer ou de subir de plein fouet le Spear. Mais tout ce que je sais, c'est comme si il attendait d'être sacrifié. Alors du coup, Roman Reigns, il va saisir l'occasion d'effectuer un ultime Spear et d'effectuer le compte de 3 pour la victoire. Donc vous avez compris, Roman Reigns ressort grandi de ce match et reste toujours champion du monde poids lourd de la WWE. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a battu son fantôme, son némésis, on pourrait dire sa grosse caillou dans sa chaussure, qui est Seth Rollins. Et du coup, voilà comment se termine cette histoire. Même si à la fin du match, les deux sont chacun dans leur coin en train de s'observer mutuellement, jusqu'à ce que Roman Reigns s'en relève et veut effectuer le signe de poing à l'époque dans The Shield. Moi, j'ai cru qu'il allait tendre son doigt vers le ciel pour qu'on le reconnaisse, forcément. Mais en fin de compte, il tend son poing à la manière du Shield. Et du coup, Rollins s'exécute aussi à faire le signe de poing à l'époque de The Shield. Et dommage qu'il n'y a pas eu Dean Ambrose dans l'équation, sinon ça aurait été plus de sens. Mais bon, je l'ai déjà expliqué, ça sert à rien d'en parler. Et voilà comment ce show de SummerSlam se termine. Donc voilà tout. Alors, concernant tout ça par rapport à ce SummerSlam-là, je suis d'accord, cette édition de SummerSlam ne sera pas la meilleure version de tous les temps. Parce que nous, en tant que fans, on est très exigeants. Disons que les matchs peuvent être cool, ça je suis d'accord, que ce soit pour la nuit 2, mais surtout pendant la nuit 2. Parce que la nuit 1, il y avait des matchs cool. Mais la nuit 2 a rattrapé la bêtise de la nuit 1. Je sais pas si vous arrivez à suivre, parce que même moi, j'essaye de bien expliquer les choses, mais à chaque fois, ça me joue des tours quand je bégaye, quand je bafouille un peu. Je m'en excuse très sincèrement. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est pas la version la plus légendaire de ce SummerSlam, hein. Je suis désolé, hein. Mais au moins, ça aura été instructif de regarder ce show. D'autres qui vont l'aimer, d'autres qui vont le détester, d'autres qui sont entre les deux, voire pas du tout. Mais en tout cas, c'est tout ce que je peux en dire sur ce SummerSlam et auquel ça a été pas mal de vous faire cette review. Donc voilà, maintenant je décide de m'arrêter là et du coup, on se voit pour une prochaine vidéo de review d'un show ou qui sait d'un DVD de catch. Mais bon, je vais vous laisser. À plus tout le monde. Voilà, la vidéo touche à sa fin et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review et comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne donc DVD Pro Catch / Mister Review et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review, à plus à tous les fans de catch, allez bye bye tout le monde et surtout vive le catch!